de parler justement du grand chapitre et du large chapitre des complications neurologiques liées à la grossesse. Et comme vous avez vu un petit peu depuis toute cette session, depuis le début de cette session, on a relevé essentiellement et parlé essentiellement des problèmes, des maladies neurologiques, comment gérer la grossesse dont les maladies neurologiques. Et là, je vais passer à tout à fait un autre domaine qui est plus de domaine de l'obstétrique et de la grossesse, et donc de parler de quelles sont les maladies neurologiques ou quelles sont les maladies que la grossesse va entraîner et quelles sont les complications neurologiques plutôt de la grossesse. Donc c'est tout à fait un autre aspect. On passe à un autre aspect de la pathologie neurologique. Donc excusez-moi si justement je vais être un petit peu, en voulant un peu être exhaustive, on est obligé de parler quand même des principales, et il y en a pas mal de complications neurologiques au cours de la grossesse. Si j'ai essayé de ne pas faire le catalogue, j'ai essayé de ne pas le faire, je vais insister sur les complications principales, mais excusez-moi si je serai obligée quand même de faire un petit peu le catalogue. Désolée. Donc déjà, globalement, on peut différencier deux grands types de complications neurologiques de la grossesse. Il y a ce qu'on appelle les complications spécifiques à la grossesse, c'est-à-dire c'est des complications neurologiques, mais qui ne surviennent que pendant la grossesse. Et le deuxième grand aspect des complications neurologiques est classé comme non spécifiques, c'est-à-dire c'est des complications qu'on peut retrouver en dehors de la grossesse, mais qui peuvent être aggravées ou parfois précipitées par la grossesse. Et j'ai donné des exemples comme complications spécifiques de la grossesse. Il y a bien sûr en chef de file l'éclampsie, et comme complications non spécifiques des thromboses de la grossesse, les thromboses veineuses cérébrales, bien sûr, qui peuvent par exemple survenir en dehors de la grossesse, mais que la situation de la grossesse augmente le risque, bien sûr, de ces complications. Et enfin, je vais quand même parler un peu de la pathologie tumorale et grossesse et de l'effet stimulant de la grossesse sur certaines tumeurs cérébrales. Alors, donc, pour cet exposé, je vais utiliser le plan suivant. D'abord, parler quand même des modifications physiologiques de la grossesse qui sont à la base de la physiopathologie de pratiquement toutes les complications. Et vous allez voir que les complications les plus fréquentes au cours de la grossesse sont essentiellement les complications cérébrovasculaires. Hein. Je suis contente quand même. Parce que c'est les cérébrovasculaires qui sont les plus fréquentes. Donc, à côté d'autres pathologies, en particulier des complications, je vais parler un peu des complications hypophysaires, des autres complications plus rares, un petit mot sur les complications périphériques, et je terminerai par le gros problème de faut-il ou non faire des examens d'imagerie chez la femme enceinte. Donc, de point de vue un peu physiologique, bien sûr, là aussi, donc ça a été un peu dit dans les exposés précédents que la grossesse est une situation où il y a pas mal de transformations au niveau de l'organisme, et en particulier du fait du dérèglement hormonal, pas du dérèglement, c'est-à-dire du changement de la situation hormonale, et en particulier l'augmentation de la concentration des œstrogènes. Et on sait que les œstrogènes bien sûr, l'augmentation de l'œstrogène va être augmentée pendant la grossesse, et on connaît l'effet des œstrogènes sur les complications thromboemboliques. Donc il y a une augmentation de risque thromboembolique liée à l'augmentation des œstrogènes. On va assister aussi, essentiellement pendant les derniers trimestres de grossesse, à une augmentation très importante du volume sanguin global, plasmatique, qui augmente pratiquement de 40%. Ça, je ne le savais pas. La femme enceinte augmente de 40% son volume plasmatique pour justement pouvoir un petit peu nourrir le fœtus, et aussi pour pouvoir un petit peu limiter les complications éventuellement hémorragiques de la délivrance. On assiste aussi à la fin de la grossesse à une augmentation de la progestérone. Et là aussi, il y a énormément de choses
j'ai essayé de résumer au maximum sur l'effet de la progestérone sur le problème de contractilité de la paroi vasculaire et qu'il y a une augmentation de la distensibilité. Je ne sais pas, est-ce que le terme est exact? Ça, c'est un terme que j'ai traduit en anglais. Un problème de distensibilité donc, de la paroi vasculaire qui fait que la paroi vasculaire est plus dilatée, et plus elle est dilatée, plus on peut avoir une extravasation à la fois plasmatique et des éléments figurés du sang à l'extérieur. Et tout ça va donc entraîner pratiquement, même si on est un peu dans le physiologique là, quand on est dans une situation pathologique, ça va entraîner une véritable vasculopathie qui est liée à la fois à des anomalies de la paroi artérielle elle-même, du fait de ce problème de contractilité de la paroi vasculaire, mais aussi d'une modification de ce qu'on appelle le contenant, c'est-à-dire au niveau du sang, il y aura une augmentation des facteurs de coagulation et donc une augmentation du risque thromboembolique et toutes les conséquences que ça va avoir, comme vous allez le voir. Alors, pour essayer d'être didactique, avant de parler des complications neurologiques à proprement parler, des étiologies, au fait, à proprement parler, il m'a semblé intéressant d'un petit peu de résumer quels sont les symptômes neurologiques les plus fréquents au cours de la grossesse. Et comme vous allez le voir, la plupart des complications neurologiques de la grossesse se manifestent quand même par des céphalées. La céphalée représente le principal motif de consultation chez une femme enceinte qui y a bien sûr qu'il y aura probablement des complications de la grossesse. Bien sûr, il faut faire très attention, même chez les femmes migraineuses. Même chez les femmes migraineuses, quand il y a des céphalées, surtout quand la céphalée change voilà, le changement des caractères change de caractère, ou bien quand il y a une augmentation de la fréquence, parce que généralement dans une vraie migraine, on s'attend à avoir une amélioration, ça c'est une idée aussi classique, une amélioration des crises migraineuses, et pratiquement 80% des migraineuses, normalement, voient leur migraine complètement disparaître. Donc, même chez les migraineuses, et j'ai fait exprès de le mettre, il faut faire attention quand il y a une céphalée, une céphalée chez la femme enceinte, ça doit attirer l'attention, d'autant plus que si c'est des céphalées récentes, ce qu'on appelle les new onset headaches, c'est-à-dire des céphalées qui vont apparaître au cours de la grossesse, là, c'est toujours, il faut faire très très attention, c'est pratiquement toujours des céphalées, donc des céphalées qui sont un signal d'alarme d'une probable urgence neurologique qui nécessite bien sûr, qui nécessitera certainement des investigations complémentaires. Le deuxième principal signe sont bien sûr les crises d'épilepsie. En dehors, et on a parlé là aussi tout à l'heure, Swerti a bien détaillé la problématique de l'épilepsie au cours de la grossesse. Là, on est dans un autre cadre, là aussi. On est chez une malade qui n'est pas connue épileptique. Si une femme fait une crise épileptique, attention, dans ce cas-là, ça ne peut être qu'une épilepsie lésionnelle, et là aussi, nécessité d'investigations complémentaires. Les autres signes, bien sûr, déficit neurologique, de toute façon, qu'on soit chez une femme enceinte ou en dehors d'une femme enceinte, ça doit toujours attirer l'attention. Et parfois, on peut avoir des signes neurologiques plus graves d'encéphalopathie, c'est-à-dire toute la vigilance, pouvant aller de la confusion jusqu'au coma. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet, donc pour parler des complications de la grossesse. Et là aussi, il faut savoir que les principales complications sont des complications quand même d'ordre cérébrovasculaire. Et en chef de file, l'éclampsie, que vous allez voir, l'éclampsie est liée à la pathologie vasculaire cérébrale au cours de la grossesse. Là, juste pour vous donner des rappels un petit peu sur les critères diagnostiques de la prééclampsie et de l'éclampsie. La prééclampsie étant définie par l'apparition donc d'un nouvel épisode d'hypertension artérielle au cours de la grossesse. C'est généralement à partir de la 20e semaine d'aménorrhée. Souvent, l'hypertension artérielle, quand elle apparaît chez la femme enceinte, c'est une hypertension artérielle qui va apparaître à la fin de la grossesse. Bien sûr, une tension artérielle supérieure aux limites de la normale, qui sont 140-90, et l'association d'une protéinurie qui est généralement supérieure à 0,3 g par 24 heures. Bien sûr, j'ai oublié de
de noter que la toxémie gravidique, parce qu'il y a aussi, on parle le terme de toxémie gravidique. Qu'est-ce que ça veut dire toxémie gravidique? C'est tout simplement HTA, justement, de la femme enceinte, sans protéinurie. Quand il n'y a pas de protéinurie, on parle de toxémie gravidique. Quand il y a une protéinurie, on parle de prééclampsie. Et quand il y a une crise d'épilepsie, bien sûr, la crise d'épilepsie, c'est la marque et c'est la définition de l'épilepsie. Bien sûr, souvent, l'éclampsie est associée à des signes de prééclampsie, c'est-à-dire qu'on a souvent une HTA et une protéinurie qui est positive. Bien sûr, il y a quelques signes qui doivent attirer l'attention, là aussi, chez la femme enceinte, en particulier les œdèmes. Souvent, dans la prééclampsie, on a des œdèmes des membres inférieurs et de la face. Les douleurs, c'est un signe qui est assez caractéristique, apparemment. Les douleurs, en particulier les douleurs épigastriques et les douleurs de l'hypocondre droit, qui, je suppose, sont le témoin de la souffrance hépatique qui est assez fréquente dans ces cadres-là, des réflexes ostéotendineux vifs, des vomissements. À côté parmi les signes biologiques, à côté de la protéinurie, on peut avoir parfois une anémie, une thrombopénie, une hyperuricémie. Tous ces petits signes doivent faire attention parce qu'ils peuvent annoncer éventuellement des complications de la prééclampsie et là, on est dans des choses beaucoup plus sérieuses, c'est-à-dire la principale complication de la prééclampsie, c'est l'éclampsie. Je vais la détailler par la suite, mais il y a d'autres complications, que ce soit des complications obstétricales comme l'hématome rétroplacentaire, mais aussi des complications beaucoup plus graves qui sont le témoin d'une quasi-défaillance viscérale. C'est-à-dire on peut avoir une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique carrément, une CIVD, ça c'est l'une des complications que les obstétriciens craignent le plus, c'est la CIVD de la femme, justement de la toxémie gravidique. Et je signale aussi le HELP syndrome, qui est un syndrome de description assez récente et qui représente une des complications de la prééclampsie et qui est caractérisée par l'existence d'une hémolyse. C'est carrément une hémolyse intravasculaire avec aussi associée à une diminution très importante du taux de plaquettes, une thrombopénie et aussi une défaillance hépatique, c'est-à-dire une élévation très importante des transaminases hépatiques. Et là, le HELP syndrome, la spécialiste, c'est Dr Benabout, parce qu'on a eu un cas qu'on a décrit dans le service avec, bien sûr, un HELP syndrome avec des complications neurologiques. Donc, c'est un syndrome qu'il faut connaître aussi. Donc, la prééclampsie, quand elle se complique, elle va aller vers l'éclampsie. Et là, il faut savoir quand même que c'est des événements. L'éclampsie est quand même une complication apparemment rarement rapportée. Mais en Occident, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez nous. Apparemment, c'est une complication quand même qui reste rare. Où, généralement, quand elle est bien prise en charge, les séquelles neurologiques sont rares. Cependant, elle reste une cause importante de mortalité maternelle et toujours, quand il y a un décès dans le cadre d'une éclampsie, il est lié aux complications cérébrovasculaires. Alors, quelles sont justement avant d'arriver aux complications vasculaires, juste pour insister sur le fait que l'éclampsie est une pathologie de la fin de la grossesse ou du postpartum immédiat. D'ailleurs, il faut signaler que pratiquement toutes les complications cérébrovasculaires, c'est des complications qui surviennent à la fin de la grossesse. Pratiquement toutes, que je vais détailler par la suite. C'est vraiment la fin de la grossesse ou bien, ou bien dans le postpartum. Généralement, voilà, plus de 90% surviennent au-delà de la 28e semaine de gestation, un tiers à terme ou 48 heures après l'accouchement. Et généralement, on parle d'éclampsie tardive quand les crises d'épilepsie surviennent au-delà de 48 heures. Et apparemment, l'éclampsie tardive serait plus grave que l'éclampsie, par exemple, qui survient à la fin de la grossesse. Les mécanismes un peu des crises d'épilepsie dont l'éclampsie sont très mal connus. Il y a plusieurs hypothèses physiopathologiques qui sont toutes liées un peu au problème de dysrégulation du débit sanguin cérébral ou de la vascularisation cérébrale pour lutter contre l'hypertension artérielle. Soit il y a un phénomène de surrégulation, c'est-à-dire que une augmentation, là aussi je n'ai pas trouvé surrégulation, c'est en anglais, je n'ai pas trouvé, c'est-à-dire une augmentation comme si la régulation dépasse un petit peu son objectif et ça va entraîner un vasospasme artériel et donc
entraîner ce qu'on appelle un œdème cytotoxique, ou au contraire, il y aura une perte de la régulation avec un dysfonctionnement de l'endothélium, ce que je disais tout à l'heure, avec une fuite capillaire, et donc ce qui va être responsable d'un œdème vasogénique. Donc dans l'éclampsie, on a la possibilité de deux phénomènes physiopathologiques différents. Œdème, ça peut aller de l'œdème vasogénique à l'œdème, qui dit œdème vasogénique dit réversibilité, à l'œdème cytotoxique qui est généralement irréversible. De point de vue clinique, bien sûr, l'éclampsie se définit par une crise d'épilepsie, et souvent, bien sûr, la crise est décrite comme une crise tonico-clonique généralisée, de durée généralement un peu plus prolongée que les crises habituelles, parce que généralement, les crises durent plus d'une minute. Associé à la crise d'épilepsie, on peut avoir d'autres signes comme les céphalées, un flou visuel. Là aussi, on retrouve un peu les signes de la prééclampsie, c'est-à-dire les douleurs épigastriques qui doivent attirer l'attention, les œdèmes, et parfois, bien sûr, dans les cas compliqués, on peut avoir des troubles de la vigilance. Alors, donc, justement, quelles sont les complications de l'éclampsie? Les complications dans l'éclampsie sont représentées par des pathologies que vous connaissez tous et que vous connaissez tous très bien, c'est-à-dire l'encéphalopathie postérieure réversible, qui survient bien sûr, qui peut survenir en dehors de la grossesse, mais il faut le savoir, ça peut être une complication de l'éclampsie. Le syndrome de vasoconstriction cérébrale, là aussi, vous le connaissez très bien, c'est réversible. On peut avoir justement des accidents vasculaires cérébraux, que ce soit des accidents vasculaires ischémiques ou hémorragiques qui peuvent compliquer, même des thromboses veineuses. Ces différentes complications, justement, cérébrovasculaires peuvent survenir simultanément ou indépendamment. C'est-à-dire qu'on peut parfois avoir à la fois une thrombose veineuse et un syndrome de vasoconstriction, ou un syndrome de vasoconstriction et une encéphalopathie postérieure. Donc on peut avoir toutes ces complications-là, soit de façon indépendante, soit de façon simultanée. Et on se pose un petit peu justement la question un peu sur l'existence d'un certain continuum, parce que toutes ces pathologies se chevauchent, en particulier par exemple dans le syndrome de vasoconstriction et l'encéphalopathie postérieure, et on voit un peu aussi qu'elles se chevauchent avec l'éclampsie, à tel point qu'on peut dire, est-ce qu'il n'y a pas un continuum comme ça, prééclampsie, éclampsie, vasoconstriction, encéphalopathie? On ne sait pas justement là aussi l'expliquer, pourquoi certains malades vont faire une encéphalopathie, d'autres vont faire un syndrome de vasoconstriction, ou là d'autres vont faire des thromboses veineuses. Personne ne peut répondre à cette question. Donc sur le plan de l'imagerie, généralement, l'imagerie n'est pas systématique. Normalement, l'imagerie, quand on est dans une éclampsie typique, l'imagerie n'est pas systématique parce que souvent, elle peut être normale. Mais bien sûr, dès qu'on est dans des cas atypiques, en particulier quand il y a un déficit neurologique, ça c'est clair, c'est-à-dire qu'on est dans une éclampsie compliquée, là il faut faire une... Ou bien quand il n'y a pas de réponse au traitement classique, là, bien sûr, il faut aller à l'imagerie. Et parfois, l'imagerie peut vous montrer des images comme ce que vous voyez ici, des images en particulier là. L'aspect, bien sûr, les aspects peuvent être très variables, soit des infarctus, on peut avoir des hémorragies, on peut avoir de l'œdème vasogénique, cytotoxique. Il y a même des cas de dissection des artères extracrâniennes qui ont été rapportées comme complications de l'éclampsie. Là, je vous ai montré un petit peu le cas le plus typique d'un œdème vasogénique au cours d'une éclampsie qui ressemble tout à fait à ce qu'on voit dans l'encéphalopathie postérieure réversible. Le traitement, bien sûr, de l'éclampsie, je vais dire un mot, juste pour insister, parce que... Pardon. Voilà, un mot sur le traitement, pour insister sur le fait que le traitement des crises convulsives de l'éclampsie est basé essentiellement sur le sulfate de magnésium. Là, je ne peux pas vous expliquer comment il agit, mais en tout cas, c'est le traitement qui, spécifique, je dirais, spécifique des crises convulsives, que ce soit en prévention des crises ou que ce soit en traitement curatif des crises, c'est le sulfate de zinc qu'ils mettent et qui semble être supérieur aux
aux antiépileptiques. Là, c'est quelque chose que je ne savais pas. On me semble être supérieur aux antiépileptiques. D'ailleurs, les obstétriciens maintiennent, quand il y a une éclampsie, maintiennent une perfusion continue de sulfate de magnésium pendant minimum de 24 heures après, une éclampsie. Et généralement, une éclampsie précocement traitée et de bon pronostic généralement évolue favorablement sous sulfate de zinc. Sous sulfate de magnésium, pardon. C'est-à-dire, je ne suis pas très convaincue. Hein. Donc, le syndrome. Donc, je passe à la deuxième grande complication après l'éclampsie, qui est le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. Là, je pense que c'est des choses que vous connaissez très bien. Je vais passer assez rapidement. Le syndrome, bien sûr, que je viens d'expliquer, c'est un syndrome, bien sûr, qui est décrit en dehors de la grossesse, actuellement décrit en dehors de la grossesse, mais sachez que les premières descriptions du syndrome de vasoconstriction cérébrale, c'était l'angiopathie bénigne du postpartum. On l'appelait angiopathie bénigne du postpartum parce que c'était essentiel. Les premiers cas qu'on a décrits de la syndrome de vasoconstriction, c'était dans le postpartum et on l'appelait angiopathie bénigne. Pourquoi bénigne? Parce que justement c'est un syndrome qui est souvent réversible quelques mois après quelques mois d'évolution. On l'appelle aussi syndrome de Collet-Fleming. Donc si vous trouvez syndrome de Collet-Fleming, c'est angiopathie bénigne du postpartum. Généralement, comme je disais, il survient généralement dans le postpartum, donc généralement quelques heures à un mois après une grossesse en général, en moyenne une semaine à la suite de la grossesse, d'évolution souvent favorable, très peu de séquelles neurologiques. Là aussi, dans la plupart des cas, il s'agit de formes idiopathiques, c'est-à-dire qui sont liées directement à la grossesse, mais parfois, comme dans les autres syndromes de vasoconstriction, il y a des syndromes de vasoconstriction qui sont induits par les drogues. Et là aussi, c'est une idée que vous connaissez. Toutes les drogues vasoactives, en particulier les vasoconstricteurs, tous les médicaments vasoconstricteurs peuvent entraîner un syndrome de vasoconstriction. Et dans ce cas-là, c'est essentiellement l'utilisation en particulier de bromocriptine qui est utilisée pour arrêter la montée laiteuse chez certaines femmes qui ne désirent pas allaiter. Apparemment, la bromocriptine peut entraîner justement un syndrome secondaire de vasoconstriction cérébrale réversible. Là aussi, je vais passer rapidement, bien sûr, le symptôme essentiel du syndrome de vasoconstriction cérébrale, c'est la céphalée, et c'est la céphalée en coup de tonnerre. Caractéristique, qui dit céphalée en coup de tonnerre, c'est une céphalée qui s'installe en moins d'une minute. C'est la céphalée au fait de l'hémorragie méningée. La céphalée en coup de tonnerre, c'est la céphalée de l'hémorragie, c'est-à-dire c'est une céphalée très brutale, au moins d'une minute, mais très brutale et très sévère. Et c'est la caractéristique essentielle de ce syndrome. Bien sûr, on peut avoir d'autres signes associés, tels que les nausées, vomissements, la phonophotophobie, on peut avoir des crises d'épilepsie, et bien sûr, en cas de complications, on peut avoir des déficits neurologiques focaux variables. L'imagerie peut être normale, mais parfois, elle peut montrer des petits signes, comme ce qu'on voit ici, soit des petits hypersignaux qui sont les témoins de toutes petites lésions ischémiques. Des hypersignaux, là, on est sur un flair, des hypersignaux qui sont le témoin de lésions ischémiques, ou parfois le syndrome de vasoconstriction peut être plus fréquemment et plus typiquement, c'est un syndrome d'hémorragie sous-arachnoïdienne, mais très localisé. Vous voyez là, c'est une coupe en flair, où vous voyez un hypersignal très localisé de ces sillons qui est le témoin d'une hémorragie sous-arachnoïdienne. C'est la manifestation la plus typique du syndrome de vasoconstriction cérébrale. Et bien sûr, le diagnostic de certitude est basé sur les examens angiographiques. Que ça soit angioscanner, angio-IRM, artériographie, c'est pratiquement le même. Bien sûr, l'angio-IRM et l'angioscanner sont moins invasifs, voilà, merci, sont moins invasifs que l'artériographie. On peut vraiment avoir les mêmes éléments avec ces examens qu'avec l'artériographie, avec des aspects là aussi typiques. C'est des successions de
comme vous le voyez très bien ici, de succession de dilatation et constriction sur les artères, généralement de moyen calibre. Vous voyez, ça, on est sur une sylvienne, et qui donne l'aspect caractéristique de ce qu'on appelle un collier de perles, parce que c'est voilà, vasoconstriction, dilatation, comme si on est sur un collier de perles. Et la caractéristique essentielle aussi qui permet le diagnostic, c'est qu'on a une régression totale, comme vous voyez très bien sur ces deux artériographies qui sont faites à pratiquement 4 mois d'intervalle. Vous voyez le rétrécissement artériel ici qui disparaît complètement sur l'artériographie de contrôle, et c'est ça ce qui signe le diagnostic. C'est la réversibilité. Il faut avoir bien sûr les critères de diagnostic qui sont la vasoconstriction, mais il faut avoir le deuxième critère diagnostique qui est la réversibilité sur l'artériographie de contrôle. Juste un mot pour parler de l'intérêt du Doppler transcrânien actuellement qui revient sur les publications, l'intérêt pour surveiller la vasoconstriction. Hein. En fait, on enregistre à travers désolé, je suis à travers les fenêtres temporales, on enregistre la sylvienne et on fait un enregistrement de façon régulière pour voir et la sténose de la sylvienne va tout simplement se traduire par une accélération sur le Doppler. Donc on suit un peu cette accélération de la sylvienne sur le Doppler. Alors, aucun consensus thérapeutique, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'études prospectives randomisées du fait quand même de la rareté de ce syndrome, et au fait que aussi c'est un syndrome de découverte assez récente. Donc il y a peu d'études. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde est d'accord pour utiliser les inhibiteurs calciques, l'anibodipine, qui peut avoir, il y a des études qui ont montré quand même de bons résultats avec ce médicament, mais généralement, l'évolution est dans tous les cas favorable au bout de 2 semaines à 4 mois d'évolution. Donc l'autre grande pathologie de la grossesse, toujours dans la pathologie cérébrovasculaire, c'est l'encéphalopathie postérieure. Là aussi, je vais passer rapidement parce que je vois que le temps passe. J'insiste sur un seul signe. Attention à une patiente qui est enceinte, qui a des troubles visuels, et des céphalées. Céphalées, troubles visuels en particulier, des troubles visuels qui renvoient à une atteinte corticale, hallucination visuelle, scotum, cécité corticale. Il faut penser à cette pathologie, d'autant plus que cette patiente enceinte est hypertendue, si vous avez une hypertension artérielle. Et généralement, l'évolution est très rapide. Hein. Dans l'encéphalopathie, c'est des signes qui s'installent en pratiquement 12 à 48 heures. Bien sûr, sur un T1, j'insiste sur le terrain essentiel qui est le terrain de l'hypertension artérielle, mais bien sûr, essentiellement aussi la prééclampsie, l'éclampsie et les maladies rénales. Le diagnostic, là aussi, vous le savez très bien, est un diagnostic essentiellement d'imagerie avec des lésions caractéristiques que je vais vous montrer. Cliniquement, il n'y a aucune différence entre la presse gravidique et la presse non gravidique. C'est pratiquement exactement la même chose. Il y a et là aussi, aucune recommandation particulière pour le traitement. C'est-à-dire, c'est la prise en charge. S'il y a une HTA, il faut prendre en charge l'HTA. S'il y a une autre étiologie, il faut prendre en charge l'étiologie sous-jacente. Et bien sûr, là, je vous montre les lésions caractéristiques. C'est les hypersignaux. Retenez ces images, hypersignaux bilatéraux symétriques, très symétriques dans l'encéphalopathie postérieure qui intéresse les régions pariéto-occipitales, ce qui explique bien sûr les signes visuels. Les thromboses veineuses, là aussi, vous connaissez très bien, je vais passer rapidement, juste pour insister sur quelques points. C'est le dernier trimestre de grossesse, c'est la même chose. C'est essentiellement le dernier trimestre de la grossesse et le postpartum. C'est vraiment rare où on a des thromboses veineuses qui surviennent lors du premier trimestre, sinon il faut faire très attention, et je vais dire pourquoi. 75% des thromboses veineuses, justement, surviennent dans le postpartum.
Et voilà, la fréquence certainement plus élevée dans nos milieux. Il faut faire attention, effectivement, on en a de temps en temps des thromboses veineuses dans le cadre, dans le contexte de la grossesse, et ça pour plusieurs raisons, la malnutrition, les infections, la déshydratation. Et ils sont généralement, seraient de meilleurs pronostics que le thrombose veineuse non gravidique. Ils sont généralement de bons pronostics s'ils sont bien sûr bien traités. Là, juste pour dire qu'il y a quelques facteurs de risque des thromboses veineuses lors de la grossesse, c'est bien sûr la césarienne, augmente le risque de thrombose veineuse, la déshydratation, quand il y a un traumatisme de la délivrance, quand il y a une anémie, ou bien quand il y a une hypotension du LCR, surtout après une anesthésie péridurale. Je passe sur la présentation clinique, vous connaissez très bien. Je passe sur l'imagerie, là aussi, je n'insisterai pas assez sur que actuellement, le diagnostic d'une thrombose veineuse, c'est le couple IRM, angio-IRM. C'est ni l'angio-IRM toute seule, ni l'IRM toute seule. Il faut avoir l'angio-IRM et les coupes natives en IRM qui sont assez caractéristiques parce qu'ils vous montrent un hypersignal, comme par exemple ici, un hypersignal caractéristique du sinus longitudinal supérieur, bien sûr qu'on ne voit pas sur l'angio-IRM. Ces deux images-là peuvent vous confirmer la thrombose veineuse cérébrale. Voilà. Pourquoi j'ai dit attention aux thromboses veineuses qui surviennent lors du premier trimestre de grossesse? Parce que souvent, ils sont quand même secondaires à des anomalies, en particulier de la thrombophilie. Là aussi, énormément de publications insistent sur cet élément-là. Nous, on dit bilan de thrombophilie, quel que soit. Sincèrement, dans le service, on dit même si, dans le contexte de la grossesse, même si c'est dans le postpartum, il faut aller quand même vérifier le bilan de thrombophilie, mais encore plus si la thrombophlébite cérébrale survient dans le premier trimestre. Là, c'est très probablement plus un problème de thrombophilie que la grossesse elle-même qui est responsable de la thrombose veineuse. Et bien sûr, si vous avez des antécédents thrombotiques, soit chez la famille ou chez la patiente elle-même. Alors là, justement, se pose le problème. Toujours, grossesse, médicaments, voilà, peut-on utiliser les anticoagulants ou ne pas utiliser les anticoagulants? Bien sûr, les AVK, les anticoagulants, oui, mais pas les AVK. Les AVK sont complètement contre-indiqués, on ne peut pas les utiliser chez la femme enceinte. Bien sûr, ce qu'il faut utiliser, même si c'est astreignant, parce que ça suppose qu'il faut hospitaliser la malade, ou bien même si on la suit à titre externe, c'est les héparines de bas poids moléculaire ou l'héparine intraveineuse, c'est les seuls qui sont permis pendant la grossesse. Bien sûr, les anticoagulants, si c'est une thrombose veineuse de la grossesse, il faut les continuer pendant toute la grossesse jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. 6 semaines après l'accouchement. C'est-à-dire, même si on a dépassé les 6 mois, bien sûr, il faut avoir la totalité de 6 mois de traitement. Si on est à 6 mois de traitement à la fin de la grossesse, il faut encore continuer. C'est-à-dire, même si, quitte à faire 7 mois ou le 8 mois, d'accord, d'AVK, il faut, c'est-à-dire couvrir la période du postpartum. Il faut systématiquement couvrir la période du postpartum pendant au moins 6 semaines après l'accouchement. Là aussi, c'est des recommandations les recommandations sont claires dans ce cas-là. On est en droit, bien sûr, de passer après la grossesse aux AVK, aucun problème, même chez la femme qui allait, parce que les AVK ne passent pas dans le lait maternel. Donc vous pouvez autoriser l'allaitement sous AVK sans aucun problème. Se pose aussi la problématique de est-ce que cette femme qui a fait une thrombophlébite cérébrale, qui est quand même une pathologie pas bénigne, qui est une pathologie grave, est-ce qu'on l'autorise à avoir une autre grossesse avec le risque aussi qu'elle refasse une autre thrombophlébite cérébrale? Normalement, oui. La grossesse n'est pas contre-indiquée. Hein. La femme est autorisée à avoir une autre grossesse, mais avec systématiquement une prophylaxie par les héparines. Là aussi, c'est les recommandations des gynécologues. La prophylaxie par les héparines de bas poids moléculaire. Il faut une prophylaxie pendant les grossesses, systématiquement pendant les grossesses ultérieures, par les héparines de bas poids moléculaire. Et bien sûr, le traitement des autres complications. Pardon? Oui, à dose curative, oui. C'est des... Non, à dose curative. Il faut la mettre sous... Bien sûr, à dose curative. Préventive, mais à dose curative.
Donc, je passe rapidement sur les accidents vasculaires ischémiques pour dire qu'il y a une augmentation. Les AVC sont quand même rares, parce qu'on est chez une femme qui est jeune. Donc, les AVC globalement ischémiques sont rares, mais le risque quand même est augmenté par la grossesse et l'augmentation du risque est expliquée par tous les phénomènes que j'ai expliqués au début sur la physiologie, le changement, en particulier le changement vasculaire pendant la grossesse. Les accidents vasculaires sont généralement de causes non spécifiques. Et le plus courant, c'est la décompensation d'une cardiopathie préexistante, en particulier une cardiopathie valvulaire. Là aussi, j'ai parlé tout à l'heure de l'augmentation du débit cardiaque, du débit sanguin chez la femme enceinte, mais il faut aussi insister sur l'augmentation du rythme cardiaque chez la femme. Il y a une augmentation très importante du rythme cardiaque. Et l'augmentation du rythme cardiaque, bien sûr, va exposer à une décompensation justement d'une cardiopathie éventuellement préexistante, et en particulier les cardiopathies valvulaires. Le risque, bien sûr, d'embolie sur un FOP, s'il est un peu banal chez une femme qui n'est pas enceinte, il doit être pris en considération chez la femme enceinte du fait justement qu'il y a une augmentation du risque thromboembolique et donc le risque d'embolie paradoxale est plus important. Donc attention au FOP, foramen ovale perméable, au FOP chez la femme enceinte. Bien sûr, on va retrouver les autres causes habituelles de la femme non enceinte. Par contre, à côté des causes non spécifiques, il y a toujours des causes spécifiques, c'est-à-dire qui sont liées directement à la grossesse. L'éclampsie est un facteur de risque d'accident vasculaire ischémique. On vient de parler du syndrome de vasoconstriction réversible. Il existe aussi, même s'ils sont rares, des cardiomyopathies liées au péripartum. Donc, c'est des cardiomyopathies qui apparaissent dans la période de la grossesse et du postpartum que les cardiologues connaissent bien. Là, c'est vraiment juste à titre anecdotique qu'il faut connaître, et parce que, voilà, même si elles sont exceptionnelles, il y a l'embolie amniotique, qui est une complication qui peut être responsable d'accidents vasculaires, mais aussi le tableau est beaucoup plus dramatique. C'est la même chose que l'embolie gazeuse. L'embolie amniotique, c'est tout simplement le passage du liquide amniotique dans le sang. Et une embolie par liquide amniotique, ou bien l'embolie gazeuse, c'est le passage de l'air dans le sang au moment. Les deux complications surviennent au moment de l'accouchement. C'est des complications qui sont liées à l'accouchement, au moment de l'accouchement lui-même, mais c'est des complications qui sont vraiment très rares ou sinon exceptionnelles, qui sont l'ordre plus de la prise en charge en réanimation, hein, parce que souvent le tableau est dramatique. L'hémorragie méningée, là aussi très rare, mais quand même 5 fois plus fréquente quand même par rapport à la femme non enceinte, et ceci est lié le plus souvent quand même à une rupture d'anévrisme qui était jusque-là asymptomatique, et le risque est élevé, ne serait-ce que lié à toute l'augmentation du volume sanguin, l'augmentation de l'hypertension artérielle s'il y a une hypertension artérielle, et même aussi au moment du travail, l'effort au moment du travail augmente la pression au niveau donc intracérébral et peut entraîner un risque, élever le risque de rupture d'anévrisme qui était jusque-là asymptomatique. On vient de parler des hémorragies aussi qui peuvent être liées sous-arachnoïdiennes, qui peuvent être liées au syndrome de vasoconstriction cérébrale ou bien aux thromboses veineuses cérébrales. Je passe très rapidement sur les complications hypophysaires, parce qu'on est quand même si ce n'est pas tout à fait neurologique, mais quand même, parce que ne serait-ce que par le syndrome d'apoplexie hypophysaire, là aussi que vous connaissez, c'est des tumeurs, au fait, c'est des adénomes, c'est des macroadénomes de l'hypophyse qui peuvent, et je vais y revenir, qui peuvent augmenter de taille et se compliquer pendant la grossesse, et c'est ce qu'on appelle le syndrome d'apoplexie hypophysaire. En fait, c'est une transformation hémorragique aiguë et massive d'un adénome hypophysaire préexistant, et là, vous voyez un peu sur cette image, c'est un macroadénome qui était jusque-là asymptomatique et qui va se manifester d'emblée par des céphalées intenses, d'ailleurs qui sont le plus souvent décrites comme des céphalées en coup de tonnerre, et avec souvent des complications associées, en particulier des paralysies oculomotrices, parce qu'il y a une augmentation il y a un envahissement bien sûr du sinus caverneux qui va entraîner une paralysie oculomotrice secondaire à l'augmentation de la taille de l'adénome hypophysaire.
D'autres complications liées à la grossesse, mais là je passe, il y a ce qu'on appelle l'adénohypophysite, c'est tout simplement une inflammation de l'hypophyse. Une inflammation de l'hypophyse qui va se manifester essentiellement par une augmentation de la taille de l'hypophyse, on le voit très bien ici, une augmentation de la taille de l'hypophyse qui va comprimer le chiasma optique, ce qui explique pourquoi on va avoir une amputation, on peut avoir une amputation du champ visuel. Là aussi, attention, là, et puis qui prend de façon homogène le produit de contraste. Attention aux femmes qui présentent des troubles visuels, céphalées, troubles visuels, et que l'IRM ne montre pas. Faites attention quand même à la glande hypophysaire. Le syndrome de Sheehan, essentiellement endocrinologique, mais il faut le connaître. C'est le syndrome, là aussi, vous connaissez très bien. C'est le syndrome de nécrose ischémique de l'hypophyse qui est lié directement à la grossesse, en particulier à ce qu'on appelle les hémorragies de la délivrance. Une femme qui fait un syndrome hémorragique lors de l'accouchement et qui fait des troubles endocriniens par la suite, bien sûr avec un tableau de panhypopituitarisme, et l'IRM peut poser le diagnostic parce qu'elle va montrer une augmentation, voilà, de volume de l'hypophyse avec un aspect très hétérogène. Et puis, avec l'évolution, on aura l'aspect de celle turcique vide. Il y aura une hypotrophie, une atrophie de l'hypophyse, ce qui explique le panhypopituitarisme. C'est une maladie qui doit être prise en charge essentiellement dans des services d'endocrinologie. Une autre idée aussi intéressante, c'est que la grossesse peut interagir avec les tumeurs cérébrales. Et en particulier, elle peut augmenter, il y aura une augmentation de la taille des tumeurs cérébrales, de certaines tumeurs cérébrales. Là aussi, c'est des idées, il y a beaucoup de littérature sur ça. En particulier l'adénome hypophysaire, on comprend pourquoi justement les macroadénomes, même s'ils peuvent se décompenser au dehors de la grossesse est un facteur de risque d'apoplexie hypophysaire. Là, il y a aussi les adénomes à prolactine, apparemment c'est la tumeur la plus fréquemment rencontrée pendant la grossesse et dont le volume de l'adénome peut doubler pendant la grossesse. Et bien sûr, s'il va doubler, il va donner des complications, en particulier une compression des voies optiques. Il y a d'autres tumeurs aussi qui peuvent augmenter de taille, en particulier les méningiomes aussi. Les méningiomes peuvent augmenter de façon très importante. Donc, il faut faire attention aux méningiomes. Parfois, on dit c'est banal, on surveille, on ne le traite pas. Mais sachez que dans la situation de la grossesse, le méningiome peut devenir agressif. Le schwannome vestibulaire, c'est la tumeur du 8, le neurinome du 8. Et certains hémangioblastomes peuvent aussi augmenter de volume. Par contre, la grossesse n'a aucun effet sur les gliomes cérébraux. Donc c'est pour vous dire que c'est pas, la grossesse agit sur certaines tumeurs et pas toutes les tumeurs. D'accord ? Et bien sûr, il y a le cas exceptionnel, là aussi, le carcinome, c'est une tumeur gynécologique qui peut parfois se manifester par des métastases cérébrales. Là aussi, il faut l'avoir à l'esprit. Les autres complications, je pense que je vais passer très rapidement. L'encéphalopathie de Wernicke, tout le monde la connaît. Complication classique de l'éthylisme chronique, mais actuellement, des cas de plus en plus décrits d'encéphalopathie de Wernicke liée à gravidique, justement, qui sont liées tout simplement au vomissement très important et qui va se manifester exactement comme l'encéphalopathie de Wernicke classique, comme là aussi certains auteurs insistent sur le fait que les troubles de l'oculomotricité sont au premier plan et que c'est rare où on trouve la triade classique. La triade classique qui est l'association d'une confusion ophtalmoplégie-ataxie. C'est l'ophtalmoplégie qui serait au premier plan chez les femmes enceintes. Et bien sûr, l'IRM qui pose le diagnostic, on a pratiquement les mêmes aspects avec les hypersignaux au niveau des corps mammillaires et dans les parois du troisième ventricule, le syndrome d'hypotension du LCR. Là, pourquoi j'ai mis ces complications au fait, à la fin ? Parce qu'au fait, c'est des complications non pas liées à la grossesse, mais un peu à ce qui entoure la grossesse. Les vomissements de la grossesse peuvent être responsables. Ce n'est pas la grossesse elle-même, c'est les vomissements provoqués par la grossesse qui vont pouvoir entraîner une encéphalopathie de Wernicke. La même chose, l'hypotension du LCR, ils sont liés à l'anesthésie péridurale. Souvent, les patientes, il faut faire attention aux patientes qui ont une anesthésie
péridurale qui font des céphalées, et ces céphalées qui sont décrites comme des céphalées, bien sûr, posturales, c'est-à-dire c'est des céphalées qui apparaissent lors du passage à la position assise ou à la position debout, hein, et qui disparaissent complètement, généralement, quelques minutes après le passage en décubitus total. La malade n'a plus rien. Mais dès qu'elle se met en position debout, elle va avoir mal à la tête. C'est ça la caractéristique de ces céphalées, d'hypotension du LCR. Et bien sûr, ces céphalées, actuellement, on connaît très bien les signes aussi radiologiques, qui est ce signe-là d'un hypersignal diffus de toute la convexité, qui donne un aspect comme de pachyméningite, donc une prise de contraste de la convexité caractéristique de ce syndrome. Là aussi, la chorée gravidique, depuis toujours, on a associé la chorée gravidique à la grossesse. Il n'y a pas de maladie chorée gravidique. La chorée gravidique est un syndrome qui est souvent lié à d'autres étiologies. La chorée n'est pas liée directement là aussi à la grossesse. On avait toujours cette idée que la grossesse peut donner une chorée. Non, ce n'est pas la grossesse qui donne une chorée. C'est une chorée qui survient lors de la grossesse, tout simplement, mais qui peut être d'étiologie très variable. D'ailleurs, on retrouve un peu les étiologies classiques avant. C'était le rhumatisme articulaire aigu, la chorée de Sydenham. Actuellement, là aussi, beaucoup de publications insistent sur les deux principales étiologies de la chorée gravidique, qui sont représentées par le lupus érythémateux aigu disséminé et le syndrome des APL, parce que ces maladies immunologiques, on peut avoir une augmentation, par contre, de toutes les maladies neurologiques. Le docteur Loeb l'a bien dit tout à l'heure par rapport à la myasthénie. Sachez que toutes les maladies neurologiques, les maladies immunologiques peuvent voir leur fréquence augmenter pendant la grossesse, et en particulier le syndrome des APL, ou là le lupus érythémateux aigu disséminé. Donc si vous avez une chorée qui survient au cours de la grossesse, c'est plus un lupus ou un syndrome des APL que la grossesse elle-même. Les complications périphériques, je pense que je vais passer juste pour dire que les principales, quand même, c'est les complications centrales, mais que vous pouvez avoir des complications périphériques, mais les complications sont liées, là aussi, essentiellement aux compressions, aux étirements, hein, qui surviennent, qui vont entraîner une souffrance des plexus, que ce soit les plexus lombosacrés, parfois même le plexus brachial. Voilà, la problématique. Est-ce qu'on peut faire un scanner chez une femme enceinte? Est-ce que le scanner, ça j'ai incité pour le mettre à la fin, est-ce que le scanner est autorisé chez une femme enceinte? L'IRM est autorisé chez une femme enceinte? Oui. Le scanner sans injection de galets. Le scanner, non. Premier trimestre. Qui dit mieux? Pas? Pendant toute la grossesse, on ne peut pas faire de scanner. Oui, mais pas. Alors, les idées sont claires. Aucune contre-indication au scanner, quel que soit l'âge de la grossesse. Il n'y a aucune contre-indication. Et là, les études sont claires. Juste pour vous montrer là, c'est un petit peu le risque d'irradiation. Tout dépend justement de la région. Le risque d'irradiation est en fonction de la région irradiée. Regardez, le scanner cérébral, le risque potentiel se voit avec 5 virgules. D'accord? Le scanner, le taux d'irradiation avec un scanner est de 0,05, c'est-à-dire le très faible taux d'irradiation, par exemple, par rapport à un scanner de la moelle qui est de 1,5. Et même 1,5, on est très loin du taux où il y a un risque, de tératogénicité qui est de 5. Donc 0,05. Donc il ne faut plus croire les radiologues qui nous disent non, on ne fait pas de scanner cérébral, là j'insiste. Scanner cérébral, chez une femme enceinte, il n'y a aucun problème. Et là aussi, il y a beaucoup de choses sur ça. Aucune contre-indication au scanner cérébral pendant la grossesse. L'IRM, bien sûr, reste l'examen de choix, mais le scanner peut être fait sans aucun problème. Par contre, l'injection de produits de contraste, que ce soit l'iode ou le gadolinium est contre-indiqué. Pas d'injection de produits de contraste parce que effectivement, l'injection de produits de contraste peut avoir des conséquences. En fait, pour le gadolinium, on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas d'études qui ont démontré le contraire. Donc, il vaut mieux ne pas le faire. Donc, tous les produits de contraste sont à proscrire chez la femme enceinte. Si, au cas où, une injection d'iode a été faite pour des raisons, parce que là aussi, tout le monde dit qu'il faut
il faut évaluer le bénéfice-risque de l'iode et parfois on est obligé d'injecter de l'iode. Dans ce cas-là, il faut faire très attention et il faut faire un bilan thyroïdien systématique parce que justement, il y a un risque d'hypothyroïdie chez l'enfant en cas d'injection d'iode chez la femme. Et les produits de contraste et allaitement, normalement, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même arrêter l'allaitement 48 heures après l'injection, que ce soit de gadolinium ou d'iode chez une femme qui allaite. Voilà, et je termine par ça. Pas de conclusion, je vais passer mon temps. Merci Madame Haïdi. Ça va? Vous avez des... J'ai oublié les questions? Est-ce que vous avez déjà des questions pour Madame Haïdi? Il ne faut pas lire le QCM l'IRTAT, mais des questions en dehors du QCM. Madame Haïdi refuse de répondre. Est-ce que le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible peut survenir à la fin de la grossesse, c'est-à-dire avant l'accouchement? Parce qu'on a eu un cas... D'accord. Généralement, c'est dans le postpartum. Généralement, c'est dans le postpartum, c'est ce qui a été décrit, c'est le plus classique. Mais bien sûr, il peut survenir parfois avant, pendant la dernière phase de la grossesse. D'ailleurs, comme je l'ai dit, comme une complication de l'éclampsie et de l'éclampsie elle-même. D'autres questions? Oui. Justement, en parlant d'éclampsie, de complications d'éclampsie, il me semble que le pré-syndrome et le syndrome de vasoconstriction réversible, ce sont deux entités à part. D'ailleurs, on a bien fait, c'est-à-dire de les départager. Alors, lors d'une éclampsie, on a quand même des troubles biologiques, tels que la protéinurie qui est importante, alors que dans un pré-syndrome, c'est une entité à part où le bilan biologique il est tout à fait normal. Il y a les signes cardinaux, les signes radiologiques, mais la biologie, elle est... Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut le considérer comme une complication, ou plutôt c'est une entité à part. À côté de l'éclampsie, pré-éclampsie, on a le pré-syndrome, on a le syndrome de vasoconstriction réversible. Donc, voilà. Mais l'éclampsie peut se compliquer. Elle peut se compliquer d'un syndrome. D'ailleurs, j'ai montré des images qui peuvent tout à fait ressembler à... Parce que de toute façon, le PRES, c'est défini par quoi? Le PRES d'encéphalopathie postérieure, c'est l'œdème vasogénique postérieur. Tout à fait, qui est dû à une hypertension artérielle. Exactement, voilà. Qui est dû à une hypertension artérielle et qui peut survenir en dehors de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est la cause principale, mais il y a des PRES qui sont décrits en dehors de l'hypertension artérielle et bien sûr en dehors de l'éclampsie. Là, justement, il y a d'autres étiologies qui interviennent, notamment la prise de certains médicaments comme les antimitotiques, etc. Mais dans le cas de postpartum, c'est l'HTA. Voilà. Il y a les antimitotiques, il y a d'autres. Mais là, c'est-à-dire que c'est un cadre un peu... La presse peut être une complication de l'éclampsie, mais bien sûr, il peut survenir en dehors de l'éclampsie. Justement. Et puis, la deuxième chose, c'est que concernant le syndrome de vasoconstriction. Oui. Alors, c'est un syndrome qui peut survenir en dehors de toute HTA. Donc, le mécanisme, il est assez différent. Oui, c'est pas du tout la même chose. J'ai pas dit la vasoconstriction, c'est pas l'HTA. Même si on a un vasospasme, mais c'est pas dû forcément à une hypertension artérielle. Donc, voilà. Bien sûr. Et puis, non, c'est deux entités complètement différentes. Mais on dit c'est un continuum parce qu'on m'aime un peu dans les troubles de la dilatation, de la voilà, c'est des troubles vasomoteurs, de la paroi vasculaire. On est dans une même physiopathologie, mais bien sûr, les deux pathologies sont complètement différentes. Le syndrome de vasoconstriction, c'est autre chose, voilà, c'est une entité à bord. C'est tout à fait autre chose, qui n'est pas du tout liée, bien sûr, à l'hypertension artérielle, qui est plus liée aux drogues vasoactives, d'ailleurs, comme étiologie, on trouve les drogues vasoactives, mais il y a quand même l'angiopathie du postpartum. On ne sait pas par quel mécanisme elle intervient, mais il y a le postpartum, d'ailleurs, qui a été la première décrite. Alors, troisième petite remarque concernant le traitement de ces entités-là, notamment du pré-syndrome ou de l'éclampsie. On s'acharne pas mal de fois à traiter les crises épileptiques ou l'état de mal épileptique et on oublie ou on est très indulgent avec l'hypertension. Oui. Et c'est quelque chose comme les crises épileptiques qui surviennent chez les enfants. Dans un contexte fébrile, on traite les crises et puis on oublie de traiter la fièvre. Et on ne peut juguler les crises qu'en traitant la fièvre. C'est la même chose pour le syndrome de l'éclampsie. C'est surtout le traitement de l'HTA. Parce que de toute façon, effectivement, l'éclampsie, je sais que ce n'est pas les neurologues qui la prennent en charge, c'est plus les gynéco-obstétriciens qui la prennent en charge. C'est juste je vous ai donné des flashs, mais bien sûr, il y a tout un protocole
protocole de la prise en charge de l'éclampsie et en particulier la prise en charge effectivement de l'hypertension artérielle. Oui. Juste pour rebondir un peu sur l'entité nosologique, toutes les presses ne sont pas des éclampsies, mais est-ce que toutes les éclampsies ne sont pas toutes des presses? Ben non. Non, pas du tout. Une éclampsie, c'est-à-dire la manifestation cérébrale de l'éclampsie, n'est-elle pas une presse? Non, pas toujours. Parce qu'on peut avoir, là j'ai montré, je ne sais pas est-ce que j'ai bien fait de montrer les images de presse dans l'éclampsie, mais parfois il n'y a pas les images de presse. Il y a plus d'autres phénomènes. Il y a des phénomènes ischémiques, ou là il y a de l'hémorragie. Dans l'éclampsie, il y a d'autres phénomènes qui sont autres que la presse. Alors justement, c'est la réponse que je voulais apporter. Justement, en fait, il y a beaucoup de travaux. Notamment, il y a une revue de la littérature en 2009 qui a été faite dans ce sens et qui démontre en quelque sorte que l'éclampsie est que une l'éclampsie, presse. que l'éclampsie n'est pas un presse justement. Oui. Là je suis d'accord. Et que justement que l'éclampsie serait due plutôt à une sécrétion de facteurs neurotoxiques, notamment c'est très compliqué, comme la physiopathologie comme la neurokinine B. Oui. Et voilà, et que finalement que le presse effectivement ça fait partie du continuum, mais beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. Ah oui, bien sûr. Parce que de toute façon, je suppose, pour moi, la presse a été liée à l'éclampsie, dans le sens où, de toute façon, la presse, dans la plupart des cas, elle survient dans le cas de l'hypertension artérielle. C'est la première étiologie de la presse et l'hypertension artérielle, quelle que soit son étiologie. Et l'étiologie la plus fréquente, c'est plus les atteintes rénales, c'est les HTA malignes qui peuvent être de tout à fait d'autre origine, en dehors, qui peut bien sûr se voir en dehors de la grossesse. Et que peut-être le lien un peu entre la presse et l'éclampsie serait tout simplement pour moi l'hypertension artérielle. Alors justement. Et l'hypertension artérielle très sévère. Il paraît justement que non. Pardon. Non, juste pardon. En fait, il paraît que parce que finalement, on pourrait dire que si on trace un lien aussi direct entre le presse et l'éclampsie, entre l'HTA et le presse, on pourrait dire que finalement le presse c'est l'encéphalopathie hypertensive. Or, il paraît que non. Alors justement, en fait, probablement que non, parce qu'il a été décrit dans d'autres syndromes. Voilà, la différence, c'est qu'il y a toujours un terrain de toxicité endothéliale. Et c'est ça qui marque la différence, en fait. Et que, en fait, le fait qu'il y ait un abaissement du seuil d'autorégulation qui provoque le presse. Et non pas l'importance de l'HTA. S'il y a quelque chose, que l'HTA favorise, à retenir, c'est effectivement ça. C'est que tout le monde est d'accord un peu sur la physiopathologie de la presse. Et la presse un peu tient sa caractéristique de cette physiopathologie et de l'œdème. Et qu'il y a un problème effectivement d'un passage à travers les parois qui donne cet œdème vasogénique, dont la caractéristique principale de cet œdème vasogénique est la réversibilité, et c'est ça ce qui est la caractéristique. Après, dans quel contexte, effectivement, ça peut survenir dans plusieurs contextes différents. Très bien. Donc je vois que vous êtes... d'autres questions? Merci, professeur Haïdi, pour cette intervention. Donc vous avez des QCM à remplir, 19, donc on vous a donné un point cadeau. Et donc je rappelle à Simounesh que c'est individuel, cher ami. Et que bien sûr les membres du jury acceptent la note de 12 pour donner le certificat. 12? On se concerte? 12,5. Très bien. Et pas de note négative. Hein. Et qu'il y a plusieurs possibilités de réponse, pas seulement une seule. Il peut y avoir plusieurs réponses justes. C'est pas réponse unique. Les réponses peuvent être multiples. Là, les choix. Voilà.